Bienvenue à ce nouveau live UNAMA organisé par l'Union nationale de l'artisanat des métiers de l'ameublement. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Pascal Bauthieraud, qui est artisan ébéniste en Savoie. Bonjour Jean-Pascal. Bonjour. Merci Bonjour à d'être tous, avec bonjour à tous. nous. Alors, Jean-Pascal, vous avez créé les meubles de l'Épine en 1992. Vous allez pouvoir nous présenter votre entreprise et vos deux activités, puisque vous êtes à la fois restaurateur et créateur de meubles contemporains. D'accord. Donc effectivement, donc l'entreprise a été créée en 1992, après avoir fait pas mal d'autres entreprises auparavant. Donc voilà, je trouvais que c'était après une bonne suite à tout ça, quoi, voilà. Donc j'ai fait mes apprentissages à Lyon, plutôt à Vaux-en-Velin. Donc, c'était les ateliers de production Boisard. En fait, c'est au même endroit où on a été formé au même endroit avec Paul Hoffman, d'ailleurs, à la même époque. On avait juste une classe d'écart, quoi, c'est tout. Mais on était vraiment au même endroit et on avait suivi la même formation, en fait. Voilà. Donc, pendant 4 années. Donc, c'était une école de production, voilà. Et donc, voilà. Donc, pendant 4 ans. Donc par la suite, eh bien, ensuite je suis tout de suite allé sur des emplois différents. Donc à l'époque, on pouvait se permettre de changer d'entreprise assez facilement. C'est plus le cas aujourd'hui. Donc c'est pour ça que j'ai pu voir plein d'autres choses autour du métier aussi. Voilà. D'accord. Donc voilà, et puis donc voilà, et puis donc c'est vrai qu'il y a eu une partie de chance, parce que j'ai pu avoir la chance de connaître des personnes, des artisans ébénistes à la retraite, qui m'ont ensuite par la suite vraiment encore beaucoup appris. Je leur dois beaucoup d'ailleurs. Des antiquaires aussi, parce que j'ai travaillé pour des antiquaires, en étant même salarié aussi. Donc eux aussi avaient d'énormes connaissances au niveau des meubles anciens, des objets, tout ça. Et donc ça, c'était très intéressant. Voilà. Et puis aussi, j'ai eu aussi la chance de connaître aussi, ils étaient aussi à la retraite, hein, bien sûr, c'était toutes des personnes déjà très âgées. Un sculpteur sur bois aussi, qui m'a enseigné aussi la sculpture sur bois. Voilà, donc voilà, j'y allais, j'étais déjà salarié, et puis bon, j'y allais tous les week-ends, toutes les semaines, je faisais mon dessin, parce qu'il fallait faire le dessin, il fallait ensuite affûter ses outils, et puis reproduire le dessin sur la planche de bois, voilà, le motif. Et donc j'y allais le week-end, j'allais le voir, et puis et puis c'est là où il me corrigeait. Il corrigeait puis il m'apprenait les façons de sculpter. Voilà, donc c'était très intéressant. Donc ça, j'ai pu le faire aussi pendant de bonnes années. Voilà, donc c'est tout des petits parcours comme ça atypiques, mais qui ont été très intéressants. Voilà. Et donc, en 1992, donc, j'ai décidé de créer mon entreprise. Donc, voilà, je suis déjà dans la 29e année, ouais, c'est ça. Et donc, voilà. Et donc j'ai dû pour dire, commencer tout de suite à travailler, parce que c'était loin d'être évident, enfin c'est comme aujourd'hui. J'ai travaillé tout de suite par les connaissances, bien sûr, que j'avais autour de moi. C'est-à-dire, j'ai dû travailler déjà pour des antiquaires aussi, ce qui était un peu ce qui se faisait beaucoup à l'époque.
Voilà, et puis ensuite, de fil en aiguille, de salons et foires, en faisant les foires et les salons chaque année, j'ai pu me créer toute une clientèle, voilà, selon ce que je présentais, bien sûr, sur les stands. Parce qu'en fait, c'est par rapport à ce que l'on présente sur les stands que le travail arrive, quoi, hein. Les gens ne voient que ce que vous faites, ce que vous fabriquez. Par exemple, lorsque vous faites un stand, c'est ça, quoi, hein. Ils ne voient pas trop encore ce que vous pouvez être capable de faire à côté. Voilà. Donc voilà, et puis donc en 1900, donc tout de suite en 1992, j'ai été, parce que donc c'était à l'époque, c'était pas l'UNAMA, c'était des fédérations aussi, pareil, syndicales aussi. Donc j'ai été tout de suite, j'ai reçu des courriers comme quoi, voilà, il fallait, voilà, m'incitant comment dire, à m'abonner, enfin pas à m'abonner, enfin bon, voilà. Et oui, et donc en 1993, voilà, voilà, j'ai cotisé tout de suite en 1993 à cette fédération jusqu'en 97. Et l'année où les deux fédérations en France se sont rejoints pour former vraiment l'UNAMA. D'accord. Voilà. Et donc voilà, donc j'ai toujours fait partie d'une organisation professionnelle en fait, hein, depuis jusqu'à maintenant. Voilà. Donc voilà, et puis les artisans ébénistes de France, eh ben, sont venus juste après finalement. Le label, oui. Parce que voilà, on faisait aussi les artisans ébénistes de France faisaient aussi pas mal de prospection aussi dans les départements pour pouvoir recruter aussi des personnes. Et c'est là que j'ai adhéré aussi en 1998. Voilà aussi. Okay. Voilà, donc aujourd'hui, ben, je suis toujours, donc j'ai toujours quasiment travaillé seul. J'ai eu quelques ouvriers à mi-temps, tout ça pour vraiment des gros travaux, mais sinon j'ai toujours travaillé seul. Et voilà, donc voilà. D'accord. Ce que je vous propose, c'est qu'on puisse découvrir plusieurs de vos réalisations. On va les afficher et vous allez pouvoir nous les commenter. Donc, eh bien, vous avez la bonne chair typique on appelle ça, c'est une région qui est entre Chambéry et Grenoble. En fait, oui, j'ai oublié de vous dire que j'étais installé en Savoie et que le village où je suis est entre Chambéry et Aix-les-Bains, ce qui peut vous permettre de situer un peu géographiquement le territoire, disons, voilà. Et donc là, vous avez vraiment la bonne chair typique de la région. Elle est même plutôt dauphinoise. Donc elle est toute en noyer massif, avec bien sûr. Donc ça, c'était déjà des reproductions du XVIIIe siècle. Voilà, donc elle est toute en noyer massif, chapeau de gendarme. Les moulures sont très appropriées au style aussi. Ce sont des moulures grand cadre, hein, ce ne sont pas des moulures petit cadre. Donc je rappelle que la moulure grand cadre, c'est lorsqu'elle elle est par-dessus le bâti, disons, elle est prise dans la masse du bois, en saillie, elle est en saillie, et la moulure petit cadre est pris dans le montant ou la traverse directement. Voilà. Enfin, je vous expliquerai ça plus tard, on le verra un peu plus dans d'autres photos. Voilà. Donc voilà, donc ensuite il y a donc ça c'est un buffet aussi qui est rustique, qui est régional, qui est tout en noyer massif. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir ici le bois à l'état brut, le noyer à l'état brut, parce qu'il est finalement aussi décoratif que lorsqu'il est finalement teinté et très sombre.
Donc voilà, donc ça c'est un petit peu dans l'esprit du 19e siècle, voilà, du 19e siècle, un peu l'esprit Louis-Philippe, voilà, pour pas faire voir exactement un buffet Louis-Philippe avec sa fameuse doucine, comme tout le monde a l'habitude de voir, voilà. Alors là aussi, c'est des fabrications que j'ai appris après, justement, grâce avec les connaissances que j'ai pu avoir avec ces anciens ébénistes à la retraite. Déjà à l'époque, on l'a toujours fait. C'est récupérer les bois anciens pour refaire des meubles neufs. Et justement, celui-là, ce modèle, qui est vraiment une grosse enfilade, un peu d'esprit Louis XIV, régence Louis XIV, elle a été faite rien qu'avec des cuviers de tonneaux, en fait, en chêne. Donc c'est vraiment, on récupérait tous les grands bastins, les grands cuviers de tonneaux pour ensuite les retravailler et refaire par exemple des meubles avec ces vieux bois. Donc voilà, et donc ça vous permet d'avoir tout de suite une patine très intéressante. Donc puis un esprit, ça lui donne tout de suite presque un esprit déjà ancien, selon comment on travaille. Voilà. Alors là, c'est un buffet lyonnais, caractéristique de la région de Lyon, qui est tout en noyer massif aussi. Donc là aussi, vous avez des moulures grand 4, des grosses moulures au niveau des portes. Donc vous avez des réserves pour la sculpture aussi, qui est très typique de Lyon. Les pieds, enfin voilà, les pieds en forme de volute. Le cordon le long du montant, qui est là, peut-être on le distingue assez mal, mais qui est en saillie aussi par rapport au montant, c'est-à-dire que toute la masse de bois doit être enlevée pour ensuite faire ressortir le motif. Donc c'est vraiment des belles réalisations, voilà, je pense. Donc là, vous avez aussi une commode en noyer massif, parce que la région, on travaille beaucoup le noyer dans la région, puisque ce sont tous des noyers de la région de Grenoble, qui sont très beaux. Et donc là, vous avez une commode de galbée de forme Louis XV, voilà, qui est vraiment galbée sur toutes ses faces, quoi, qui est galbée en plan et en élévation, c'est-à-dire qu'elle est galbée sur la partie haute et sur la partie horizontale. Voilà, donc il faut pouvoir déjà réaliser. Il y a déjà un bon travail de traçage, de maquette aussi, pour qu'elle soit bien proportionnée, parce que c'est quand même pas évident de s'imaginer comme ça, tout de suite, comme ça, de l'avoir tout de suite en tête. Voilà. Alors là, donc ça, c'est un petit clin d'œil à la Savoie, puisque c'est un petit garde-manger savoyard qui est tout en mélèze, avec des motifs très typiques aussi. Donc, en fait, c'est un garde-manger savoyard, oui, mais c'est un meuble d'alpage. Parce qu'en fait, en Savoie, on a finalement deux sortes de meubles, c'est-à-dire qu'il y a des meubles de plaine et des meubles d'alpage. Donc ça, c'est vraiment typique des meubles d'alpage, des meubles de berger. Donc c'est un meuble qui est réalisé tout en... La fabrication est très sobre, mais bien faite aussi, puisque ce sont essentiellement des rainures languettes. Le meuble n'est pas collé, il est cloué avec des clous forgés en façade. Vous pouvez distinguer les clous forgés aussi en façade. Le derrière aussi, tout est cloué avec des clous forgés. Et la façade est simplement chevillée aussi, voilà, avec voilà, une petite targette pour ouvrir la porte. Donc c'est vraiment le garde-manger typiquement savoyard. Voilà. Donc là, ça c'est
un scriban, on appelle ça une commode scribane. Donc avec la partie basse qui est en forme, celle-ci est en forme de buffet. Donc vous avez l'abattant pour le secrétaire et la partie supérieure en vitrine, en bibliothèque. Donc c'est un meuble aussi d'esprit Louis XV, entièrement en noyer massif, tout chevillé bien sûr. Voilà, donc là je m'amusais aussi à l'époque de chercher, de retrouver des verres anciens. Donc là, vous avez les effets et puis de les remettre sur les portes, les vitres, les portes vitrées. Et donc ça lui donne un cachet supplémentaire, tous ces verres bullés anciens. Et c'était vraiment une spécialité quoi, que je me faisais. Donc ça, ce sont tous des meubles qui sont faits, qui ont été faits durant les années, depuis le début jusque dans les années 2000-2005, quoi, disons, voilà. C'était encore la grande mode. Donc c'est pour ça que je vous fais voir un petit peu tous ces types de meubles. Voilà. Voilà, pareil, idem là. Donc là, vous avez une grande bibliothèque aussi à 2 corps, tout en noyer massif. Donc là, celle-ci est beaucoup plus stylée, par contre, un peu de style plus Louis XVI, avec des grands pilastres, avec des cannelures rudentées, puisque on appelle ça cannelure rudentée, parce que vous avez un tiers où la cannelure est, en fait, on appelle ça rudentée, et puis le deuxième tiers sur la partie haute, où vous distinguez vraiment la cannelure. Voilà, donc on appelle ça cannelure rudentée. Voilà, donc c'est quelque chose de très, très sobre, très, très stylé. Voilà. La cuisine, et oui, la cuisine aussi faisait partie aussi pas mal de mes productions. Donc voilà, donc c'est une des productions aussi jusque dans les années 2000-2005. Donc en l'occurrence, celle-ci était aussi en noyer parce que les gens les commandaient aussi beaucoup en noyer. Voilà, donc aujourd'hui, c'est vrai qu'elle a beaucoup évolué, mais comme le dit Christophe Gazelle, on ne sait jamais quoi. Les tendances peuvent vite se retourner et la tendance bois réapparaît aussi assez vite, je crois, je pense. Va réapparaître assez vite. Pour un petit clin d'œil avec les artisans ébénistes de France, c'est vrai que ce sont des cuisines. C'est une cuisine qui peut être par exemple homologuée parce qu'en fait l'intérieur elle n'est pas faite en mélaminé, c'est-à-dire en aglo basique que l'on achète souvent, qui est vraiment un matériau bas de gamme. Mais toute la partie intérieure est faite avec du laté et qui est replaqué parce qu'on achetait avant les feuilles de laté, puis on appelait ça du contrebalancement. Donc c'était des feuilles de stratifié que l'on recollait sur le plaqué, sur le panneau laté. Et donc ça nous faisait un beau meuble intérieur qui était où on n'avait pas besoin de le terminer puisque le contrebalancement, c'était du stratifié. Donc on plaquait ça tout naturellement avec de la colle blanche ou de la colle corite. Donc c'était tout un système qu'on avait à l'atelier. Donc on coupait nos panneaux, on découpait nos feuilles et puis on les collait à la presse. On les empilait, on les collait à la presse. Après on avait un petit montage à la toupie avec un bouffe-tout. Donc il n'y avait même pas besoin d'affleureuse. Finalement, ça allait très très vite. Aujourd'hui, on peut être aussi très très rentable en faisant ce genre de fabrication. Et donc, ça reste une fabrication qui est vraiment aujourd'hui encore qui peut être aussi dans les normes environnementales, tout en restant du stratifié. En fait, voilà. C'était juste un petit clin d'œil avec le label AEF que l'on va voir certainement tout à l'heure. Voilà. Alors là, c'était un client qui m'avait demandé de reproduire
une porte très ancienne de la fin du XVIIe siècle pour faire sa table, en fait, pour faire son dessus de table. Et donc, je l'avais reproduit. J'avais fait donc une énorme porte parce que elle faisait 2,50 m sur 1,20 m, je crois. Et donc, tout en noyer, bien sûr, massif. Donc voilà, et donc j'avais posé une dalle de verre en verre sécurite dessus, je ne sais plus quelle épaisseur, voilà, pour protéger, bien sûr, la table et puis pour qu'elle soit aussi pratique. Voilà. Donc c'était un travail intéressant. Donc là, la photo, je m'excuse, la photo est très ancienne hein, parce qu'il a fallu que je rescanne des photos argentiques. Hein, donc là aussi, c'est un beau bureau de style Louis XV, pareil que je fabriquais, il fallait vraiment choisir vraiment les plus beaux noyers, faire des plans, des gabarits, tout ça. Ensuite, vous aviez les dessus étaient recollés de cuir. Donc ça, c'était des cuirs même, c'était du mouton, hein, donc c'était des cuirs premiers de très bon choix, qui étaient collés avec des colles de poisson pour qu'ils puissent rester, pour qu'ils ne travaillent trop et qu'ils soient parfaitement plats, parce que donc la colle de poisson facilite, donne un peu de temps pour coller et puis de bien aplanir le cuir. Voilà. Donc voilà, c'était des bons exemples de bureaux aussi, très stylés. Donc voilà, donc ça donc là il va y avoir 2 photos. Donc ça c'est donc ensuite je suis assez passionné de l'art déco des années 20, et donc c'est un modèle de Jacques-Émile Ruhlmann qui avait créé cette forme-là. Donc lui, il avait fait, c'était des grandes commodes, ils appelaient ça les grandes commodes cannelées, qui dataient de 1923, je crois. Voilà, c'est ça, les premières. Donc qui étaient entièrement plaquées en ébène et puis avec les filets en ivoire et les poignées en ivoire. Voilà. Donc celle-ci l'ossature est entièrement en merisier. Donc ça, c'est un modèle réduit. J'ai voulu en faire un modèle réduit. Donc celle-ci fait 1,20 m, 120 de long. Donc j'ai voulu en faire un modèle réduit. Donc l'ossature est en merisier et toute recouverte de bois de violette. Voilà. Et donc les petites marqueteries et les filets sont tout en érable, là par contre. Voilà. Donc là aussi, ce sont des modèles très anciens que j'avais pu reproduire. Donc voilà, donc ça c'est une table Tronchin, on appelle ça une table Tronchin, donc c'est une table mécanique, une table pour les dessinateurs ou les aquarellistes, ça dépend comment on l'interprète. Donc celle-ci était l'ossature, le bâti, l'ossature était tout plaqué, était tout en chêne et replaqué de fourche d'acajou. Donc là, c'était toute la fourche d'acajou. Donc là, c'était une très très belle commande. Donc il a fallu que je dessine vraiment ça au millimètre, hein, parce que toute la mécanique là est très très précise. Il a fallu aussi recréer tout le système de fermeture, c'est-à-dire il y a tout un système de tringlerie à l'intérieur des traverses avec des poussoirs pour que les plateaux successifs puissent se soulever. Et puis donc ensuite vous avez aussi les systèmes de crémaillère aussi qui soutiennent aussi les plateaux intermédiaires. Donc c'était très complexe, mais c'était très intéressant. Voilà. Et donc, par la suite, donc, j'ai voulu refaire le même principe, mais dans un esprit art déco, hein, donc dans un esprit des années 20-30. Donc, je l'ai complètement restylisé, le meuble, je l'ai complètement restylisé.
Le bâti est fait en érable et tout replaqué en érable moucheté. On ne voit pas très très bien sur la photo. Et toutes les parties sombres sont en ébène. Donc, toutes les poignées, les filets sont en ébène. Donc pareil, là, ça a été c'était un peu le même travail comme le travail précédent, mais complètement restylé, quoi, et revisité dans l'esprit des années 20. Voilà, Dac aussi, c'était une production aussi, c'est une petite table à jeu, on appelle ça une table à jeu portefeuille, parce que vous avez le double plateau qui pivote et qui s'ouvre, avec à l'intérieur la feutrine ou le cuir. Voilà, et donc ce petit meuble avec ses petits pieds, inventé par Georges Jacob d'ailleurs, hein, au début du 19e siècle, qui était très, très. Donc ce sont des petits meubles je trouve, qui ont une allure très, très sympa, voilà, et celui-là était tout replaqué aussi d'acajou. En fait, c'est même en fait, c'est de l'acajou, c'est de la ronce d'acajou. Et le dessus, en fait, on appelle ça un papillon, puisque les deux feuilles sont développées. Et donc, ça vous fait un décor, on appelle ça un papillon, quoi, voilà. Ça vous fait ce genre de décor-là sur le dessus. Donc, eh bien, ici, là, c'est une commode. Ben là, il est difficile dans ma région, il est difficile de ne pas parler de la famille des H à Grenoble, qui était une famille d'ébénistes, une dynastie même, puisque elle a été sur presque un siècle et demi. Elle a œuvré pendant presque un siècle et demi entre Chambéry et Grenoble, et surtout à Grenoble, juste Chambéry dans un premier temps, mais après à Grenoble. Et donc, c'est une reproduction d'une commode qui avait été faite dans les années 1760, 70, je pense, parce qu'elle est déjà. Le bâti est encore Louis XV, mais le décor est déjà très Louis XVI. Et donc, voilà, il y avait toujours une petite demande dans ce type de mobilier. Donc là, le meuble est entièrement en merisier et replaqué de ronces de noyer. Il y avait je me souviens plus, il y avait du tulipier, même je me souviens plus parce que c'est un meuble même des années avant, même 2000. Voilà. Alors, Jean-Pascal, on a Là, il y a peut-être un autre modèle aussi, pardon, oui. un autre modèle juste après, peut-être? Oui, oui, voilà, comme ça, Voilà. ça fait Voilà, donc un autre modèle aussi des H à Grenoble, voilà, donc c'est une autre commode qui est aussi, le bâti est en noyer, et puis là, par contre, elle est quand même un peu plus complexe, vous avez un frisage de bois de rose, avec à l'intérieur de la ronce de frêne, voilà. D'accord. Nous avons une question d'Éric qui nous demande si ces meubles sont des commandes de clients ou des travaux personnels. Ah non, ce sont toutes des commandes de clients. Enfin, c'était, puisque aujourd'hui, malheureusement, pour l'instant, je ne fais plus ce genre de meubles, puisque vraiment les tendances ont complètement changé. Donc ça, comme je l'expliquais auparavant, c'était des meubles que j'ai fait jusque dans les années 2005, voire peut-être même jusqu'à 2010. Et la plupart de ceux-là, d'ailleurs, sont tous homologués. On peut en revenir, on en reviendra aussi petit à petit après au niveau des AEF. Donc ce sont tous des meubles aussi homologués. Donc celle-ci, donc ça c'est un client qui m'avait demandé de faire un orgue tout en chêne. Donc il m'avait amené des plans incompréhensibles, très très complexes parce qu'il fallait intégrer tous les claviers, les ordinateurs sur les côtés, parce que sur les deux côtés en fait là ce sont simplement des caches qui sont plaqués en loupe d'orme, mais on peut les enlever pour pouvoir intégrer des
des écrans digitales. Voilà. Ensuite, vous avez tout le système à l'intérieur aussi, qui est très complexe. Il fallait en fait composer le meuble autour de tous les appareils, tous les appareils qui constituent l'orgue, en fait, l'orgue électronique, bien sûr. Et donc, c'était un travail quand même très, très périlleux et très complexe, quoi. Voilà, mais très, très intéressant. Donc là, on va passer à une autre étape, c'est-à-dire l'étape de la restauration de meubles anciens, que je fais aussi en parallèle. Donc là, pour la petite histoire, la maison d'un client avait malheureusement brûlé. Et ce meuble a pu être sauvé in extremis par les pompiers. Donc, il a dû vraiment chauffer à l'extrême. Il était à la limite de flamber, quoi. Et donc, il a été sauvé par les pompiers parce qu'ils l'ont aspergé. Enfin, inconsciemment, sans le voir, il a été après aspergé d'eau. Et donc, il est ressorti comme ça dans cet état-là. Donc, la personne me l'a amené dans cet état-là et m'a demandé de le sauver, quoi, en fait, voilà. Donc, il a fallu que je le redémonte entièrement. Donc, il a fallu redémonter entièrement, enlever tous les bronzes, parce qu'il y avait énormément de bronze. Il était complètement démonté, et puis le démonter complètement pour ensuite restaurer les parties, bien sûr, qui avaient été quand même endommagées, et puis le reconstituer petit à petit. Donc là, on voit les photos intermédiaires. Et donc là, ensuite, après donc, le recollage de l'ensemble, je l'ai replaqué en acajou de Honduras, parce que c'est un acajou qui est très blond, qui est très beau, quoi, en fait, qui est très fin. Voilà, et le résultat final est là, avec son dessus aussi pareil, en cuir mouton, un premier choix, voilà. Et donc, il a pu retrouver le meuble qu'il avait chez lui. Voilà, donc c'était vraiment quelque chose de très. Une relation avec le client très très sympa, quoi, voilà. Un autre exemple, donc ça c'est une commode Louis XVI, hein, d'époque, qui est entièrement marquetée. Donc elle arrive dans cet état-là, donc oui, Peggy, si tu peux revenir, voilà, s'il vous plaît, merci. Donc elle arrive dans cet état-là, donc le plaquage est complètement décollé. Donc là, on distingue le côté droit qui est complètement nu, parce qu'en fait, j'ai complètement déplaqué cette partie-là qui était très très endommagée, on va le voir plus loin. Donc il a fallu décoller toute la marqueterie pour pouvoir restaurer le bâti, en fait. C'est ce qui est très important, parce que si l'on ne restaure pas le bâti, on fera toujours une restauration, une mauvaise restauration, puisque le meuble va de nouveau retravailler et refendre, ou peut-être refendre, voilà. Donc il est nécessaire, à certains cas, il est nécessaire de décoller entièrement la marqueterie. Donc, ce qui est un travail aussi très, 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 très périlleux. Donc voilà, là, donc ça c'est le dessus de la commode, hein, donc où il y avait une incrustation dessus, d'un bouquet de fleurs, une incrustation, et donc toutes les parties blanches ont été redécoupées dans la masse, dans du bois, assez épais d'ailleurs, parce que il faisait 2 ou 3 mm. Donc toutes les petites parties sont redécoupées et recollées pour reformer le bouquet de fleurs, quoi, en fait, hein, toutes les parties manquantes. Et là, on a aussi une deuxième étape, lorsque donc, tout est recollé.
Et on a aussi ici le gravage aussi, qui est très important dans la marqueterie, parce que ça nous permet de faire un petit peu de volume au niveau des feuilles, des fleurs, tout ça. Donc on regrave on peut regraver les pétales, et puis aussi, surtout les ombrés. Donc il suffit simplement de faire chauffer du sable chaud, du sable, et puis de tremper la pièce vraiment à l'endroit où on veut l'ombrer pour reconstituer, en fait, pour qu'elle soit beaucoup plus vivante, quoi. Voilà. Donc voilà, là, on distingue ici le côté que j'ai entièrement décollé du bâti, hein, qui était vraiment dans cet état-là, complètement délabré, quoi, tout fendu, avec de très très gros manques sur la partie basse. Donc dans ce cas-là, il faut reconstituer toute la marqueterie, la restaurer, reconstituer toute la marqueterie à l'envers, parce que ça, c'est vraiment l'envers du décor. Et enfin, une fois donc, que toute la marqueterie est reconstituée, il faut le replaquer sur le bâti, bien sûr, avec des colles animales, colles d'os ou colles de poisson. Donc, voilà. Et donc là, on a la deuxième étape, hein, du recollage de toute la marqueterie qui a été reconstituée avec les filets. On peut distinguer les filets à la grecque, les petits chevrons. C'était il y avait des choses assez fines, quoi, voilà, dessus. Et puis donc là, oui, c'est vrai j'aurais dû mettre une photo encore intermédiaire du côté fini. Et puis là, donc, on a la commode entièrement restaurée et revernie au tampon. Parce que sur ce type de meuble, Louis XVI, c'était déjà des vernis au tampon qui étaient faits en guise de finition. Voilà. Donc là, c'était quand même un très beau meuble. Donc ça, c'était des commodes anciennes de Louis XVI qui étaient certainement lyonnaises ou de l'Est de la France ou du Nord-Est de la France. Peut-être une production des moulins ou voilà. Enfin bon, je n'ai pas su savoir. Et donc pour finir le thème de la restauration, on revient à la famille des H à Grenoble. Donc là, vous avez vraiment une commode caractéristique des ateliers de Thomas H, puisque c'était le deuxième de la dynastie, c'est-à-dire c'est une commode qui est d'époque entre 1715 et 1720, qui est encore Louis XIV d'époque. Donc elles sont bâties et entièrement en sapin, et donc toutes replaquées ensuite de bois en forme très géométrique, typique des haches. Donc là, on distingue le derrière parce que c'est très typique de la fabrication des haches. Vous avez vraiment deux planches derrière qui sont clouées avec des clous forgés. Vous avez aussi sur le côté qui est très typique aussi, le petit panneau rectangulaire au-dessus du losange, qui est très typique des ateliers de cette époque, de l'atelier H de Thomas H, de l'époque. Donc ça, c'est très typique. Vous avez aussi le montant arrière qui est à ressaut, qui dépasse du bâti aussi, qui est très typique aussi d'atelier aussi de Thomas H. Voilà. Et là, vous avez vraiment un décor en tripartie, aussi typique, aussi très typique. Donc là, elle est quand même très décorative. Parce que c'est vraiment que des losanges. Donc là, au niveau, on peut vraiment dire que c'est une commode qui sort des ateliers de Thomas H. Voilà.
Donc c'est plutôt une commode qui est plutôt des années 1700, bien que le décor soit encore très Louis XIV, mais elle est plutôt 1720, je pense, parce qu'à cette époque, il avait mis au point, il avait mis au point deux possibilités pour le dessus du meuble. Et donc, en l'occurrence, là, c'était la deuxième option. Donc, il y avait un plancher dessus. Il y avait déjà un plancher pour recevoir le marbre. Alors qu'auparavant, entre 1700 et 1715, il n'y avait pas, je pense qu'il n'y avait pratiquement pas de marbre et tous les plateaux de commode étaient entièrement marquetés. Et donc il fallait absolument rajouter finalement une traverse haute pour pouvoir recevoir le meuble. Toutes les commodes qui sont bricolées parce que c'est très souvent les plateaux marquetés dessus se dégradaient assez vite finalement et les personnes remettaient un marbre pour remplacer ce plateau en bois. Et finalement, on était obligé de refaire finalement un plancher pour supporter le marbre. Et donc, il y avait une sorte de surépaisseur en dessous du marbre qui n'avait pas lieu d'être, en fait. Voilà. Et donc, celle-ci est vraiment authentique parce que déjà, elle avait déjà été conçue pour recevoir ce fameux plateau, ce marbre. Hein, voilà. Oui. Alors, avant que vous puissiez nous montrer la partie création de meubles contemporains, on a deux questions qui sont arrivées. Celle d'Éric, à savoir pour les meubles régionaux, tu as récupéré des gabarits ou tu as tout réinventé? Ah oui, j'ai oublié de saluer Eric. Hein. Bonjour Eric quand même, parce que j'ai oublié de saluer tout à l'heure. Donc oui, toutes les parties, non, pour les meubles régionaux. Donc vraiment, oui, tous les plus beaux meubles, oui, sont tout répertoriés, bien sûr, sont dessinés et tous les gabarits ont été réalisés et conservés, bien sûr. Oui. Ce qui est très important pour pouvoir, par exemple, refaire d'autres modèles à l'identique ou pas, parce qu'en fait, c'est suivant la façon de faire de l'ébéniste, le meuble va être un petit peu différent. En fait, c'est tout notre savoir-faire qui est là-dedans. Mais bon, tous les gabarits sont là et par exemple, tous les meubles anciens qui sont aussi très beaux, j'ai pu aussi reprendre le dessin et le gabarit pour pouvoir aussi éventuellement en refaire. Alors, une deuxième question également d'Esmeralda qui nous demande, qui nous dit énormément de travail. Encore une fois, tu passes combien d'heures d'études sur un projet avant qu'il se concrétise? C'est très aléatoire parce que, bonjour Esmeralda, c'est très aléatoire parce que chaque meuble est différent. C'est vrai que on est c'est des métiers un peu très, très passionnants, de passion finalement après. Et donc finalement, il y a des fois, ce qui est bizarre, c'est qu'on ne compte pas souvent, on compte des fois ses heures, on ne compte pas ses heures en fait. Et donc, des fois, elles sont difficiles à facturer. C'est ça qui est un peu bon. Voilà. Alors, je crois que je suis allée un peu trop vite tout à l'heure. Il manquait une dernière. Ah oui, là, on voit. Oui, c'était pour de la série où on voit le. Voilà, donc en fait, ça, c'est le meuble qui est terminé. La photo est pas très géniale. Mais donc là, on distingue la dalle, la belle brèche de marbre. En fait, le marbre, c'est des marbres de Lamure, qui est à 30-40 km. C'est des carrières qui étaient à 30-40 km de Grenoble, en montagne, et qui avaient de très très beaux vénages aussi. Voilà. Et donc, en fait, ce meuble est verni et a été reverni au tampon, mais je pense qu'à l'époque Louis XIV, à l'époque Louis XIV, le vernis au tampon n'existait pas, je crois, et les meubles étaient en fait beaucoup plus remplis, cirés. Voilà, disons qu'il fallait polir en fait toute la marqueterie
et ensuite était ciré. Donc ils avaient quand même un autre aspect. Le rempli ciré, ça permettait d'avoir beaucoup plus de profondeur au niveau on pouvait voir beaucoup plus le meuble avait beaucoup plus de caractère, avec beaucoup plus de profondeur au niveau de la couleur. Donc voilà, on passe à la fabrication un peu plus, on va dire, contemporaine. Hein, voilà. Donc ça, en fait, bon, c'est un meuble de maîtrise. Donc c'est un meuble qui a été fait à l'échelle 1/4. Donc c'est un meuble qui existe, qui a été fait en 1900. Donc c'est un meuble art déco qui a été fait en 1928, je crois, par la société. C'était la société la DIM, je crois. Donc ça voulait dire décoration intérieure moderne. Voilà, décoration moderne. Donc c'était déjà à l'époque une association entre les architectes, décorateurs et les ébénistes, hein, qui dessinaient et qui faisaient déjà leurs meubles. Et donc ça, ce modèle-là, donc je l'ai bien aimé. Donc c'est pour ça que j'ai voulu en faire une miniature à l'échelle 1/4. Et donc l'ossature est tout en acajou. Les parties sombres sont en ébène de Macassar. Vous avez le bois, le palissandre et le citronnier qui est en jaune. Voilà, donc c'est un petit meuble très sympa que j'ai fait pour ma propre collection, par contre. Donc voilà, donc là vous avez une paire de petites consoles de forme mouvementée, encore un peu d'esprit classique, mais très 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 contemporaine. Donc sont faites entièrement en poirier et avec les petites baguettes en érable. Donc ça donne une petite touche un peu plus contemporaine. Voilà, avec un tiroir sur la partie haute. Donc là, c'est une enfilade en chêne massif, avec des parties sombres qui sont en noyer. Donc ce sont deux portes coulissantes de chaque côté et 4 tiroirs au milieu, hein, qui sont montés avec les coulisses modernes maintenant, les coulisses métalliques. Voilà, et puis donc les 2 portes coulissantes. Donc par contre, ça c'est un meuble qui est entièrement en bois massif, fait encore dans les règles de l'ébénisterie, et qui est d'ailleurs homologué par les artisans ébénistes de France. Voilà. Là, vous avez un semainier, donc 7 tiroirs, donc qui est entièrement gougé. Hein, les tiroirs sont gougés 1 sur 2, donc ce meuble est en normaux. Donc c'est un orme qui est très blond, qui est très très beau, d'ailleurs qu'on trouve quasiment plus. Donc l'ossature est toute faite à queue d'aronde, comme vous pouvez le distinguer sur la partie haute, donc est tout assemblé à queue d'aronde. Et les tiroirs aussi, coulissent aussi, et sont aussi assemblés à queue d'aronde aussi à l'intérieur. Donc voilà, c'est assez contemporain. Là aussi, il faut exploiter les beaux noyers qu'on a dans notre région. Donc c'est un petit bahut contemporain, tout en noyer massif. Et là, vous avez vraiment un superbe décor en noyer sur les deux portes, hein, qui sont sans poignée, où il suffit simplement de pousser. En fait, c'est un pouce-lâche, hein, ordinaire, mais qui sont quand même montés sur des pivots coudés. Voilà, mais donc toute l'ossature à l'intérieur est tout en frêne massif. Hein, voilà. Et donc voilà, je trouve que ça fait des meubles assez sympas, très modernes, donc c'est très, très sobre, très, très pur. Quoi, voilà. Là, vous avez un exemple de table à jeu aussi, tout en noyer, avec son tiroir en ceinture qui est là comme ça d'apparence invisible. Et donc là, vous avez le décor
de la table du jeu, qui est en ébène et en érable, ainsi que les pieds et puis le filet en érable aussi. Voilà, donc là, les montants sont. La difficulté, c'est les assemblages à 45 degrés, là, sur les pieds. Voilà, donc ça lui donne bon, un style un peu particulier. Voilà. Là, c'est une autre table à jeu. En fait, ça, c'est un peu plus qu'une table à jeu. C'est une table de jeu de rôle, en fait, qui est destinée pour 6 joueurs. 2 embouts, et puis vous avez les casiers, tous les casiers, le tiroir aussi, personnel. Et donc, le jeu de rôle se faisait à l'intérieur de la table, là, au milieu, avec des pions, toutes sortes de jeux. Donc, ce meuble est tout en noyer, plaqué aussi en noyer, bien sûr, sur les parties, les pieds, par exemple. Et donc, le reste est tout en noyer massif. Et donc, les abattants, parce qu'en fait, ce sont des abattants qui sont collés, c'est du cuir, très très épais, et qui se ressoulèvent, parce qu'en fait, le cuir sert en fait de charnière. Et vous avez en bout des aimants incrustés dans le bois et derrière le cuir qui après tiennent l'abattant. En fait, voilà. Et une fois fermé, vous avez un grand plateau en noyer. Et cette table, en fait, fait double emploi parce qu'elle peut servir aussi de table de salle à manger. Vous avez un autre exemple là de table. En fait, c'est une console. C'est une table console. Donc là, le dessus est en noyer et le dessous est laqué en noir avec et puis redoré à l'intérieur. Mais par contre, la particularité, c'est que le plateau s'ouvre, est coupé à moitié, en deux, et elle peut s'ouvrir avec des coulisses métalliques et vous pouvez avoir 2 rallonges pour pouvoir ensuite manger. Et elle peut se transformer en table de salle à manger aussi. Voilà. Vous avez un ensemble là, de bibliothèque aussi, très, très stylé aussi, tout en noyer massif. Donc un peu d'esprit, la personne voulait que ce soit aussi un peu d'esprit art déco. Donc tous les sous-bassements où il y a un petit filet en érable, les portes qui sont galbées aussi, vous avez un filet d'érable au milieu, la corniche aussi on ne voit pas très bien, et toutes les étagères aussi, vous avez 2 filets d'érable aussi qui soulignent un peu l'épaisseur des étagères en fait. Voilà. Et là, donc, ce sont des meubles, ce sont des portes de cuisine. Et oui, je me suis remis à faire des cuisines d'un autre genre, je crois. Donc là, la personne voulait un décor très, très particulier, voilà, dans sa cuisine. Hein, vous avez le jambon, les saucisses qui pendent, le Jésus, la louche, le chaudron. Enfin bon, vous avez toutes sortes de décorations, voilà. Et donc j'ai trouvé ce travail très sympa et je pense que ça va me donner beaucoup d'idées pour pouvoir refaire des cuisines dans ce style-là. Donc là, c'est tout en frêne, c'était tout en frêne massif et c'est tout taillé, tout est sculpté dans la masse. Donc là, vous avez le chat qui dort sur votre droite. Sur le deuxième panneau droit, vous avez la petite souris là qui dépasse, je ne sais pas si vous voyez bien, qui surveille le chat. Et sur la partie gauche, vous avez carrément la souris qui mange le pain. Voilà, c'est le petit clin d'œil. Oui, j'avais aussi réalisé une petite production de fauteuils de bureau, fauteuils pivotants, avec une assise en cuir. Donc, il y a eu plusieurs modèles comme ça. Donc, ça, c'est un modèle en chêne, avec cuir noir. Donc, il y avait le modèle aussi en noyer, avec cuir fauve aussi, qui était très sympa. Mais j'ai abandonné la série parce que
quand on passe de partout, avec toutes les heures de travail, le fauteuil n'était pas très rentable. Voilà, malheureusement. Merci pour cette description très précise. Et ça nous montre. Ah oui, bah, c'est vrai qu'il y en avait quand même pas mal. Enfin, c'est difficile de réduire 30 années d'activité comme ça sur un petit laps de temps, mais bon, c'est comme ça. Mais ça nous permet vraiment de voir la diversité de ce que vous faites et de vos savoir-faire. On va passer à quelques autres questions. Tout à l'heure, vous nous avez indiqué que vous étiez labellisé artisan ébéniste de France depuis 1998. Et on voulait en fait vous poser cette question. Qu'est-ce que cela vous apporte? Et est-ce que vous avez aussi vu une évolution en 10 ans au niveau des professionnels, du métier, des clients? Question. Bon, déjà, je tiens à saluer déjà tous les collègues artisans ébénistes de France, parce que bon, c'est vraiment une association où règne le bon état d'esprit, la bonne entente. Voilà, c'est toujours très apprécié. C'est vrai que les AEF, ils existent. L'association Artisans ébénistes de France existe depuis 1993. Voilà, donc, et puis donc, elle a vocation à fédérer les artisans ébénistes autour d'un référentiel technique et de bonnes pratiques de l'ébénisterie. Et aussi, surtout, d'homologuer ensuite les meubles que l'on fabrique. Donc voilà, c'est vraiment les caractéristiques de cette association-là. Donc l'homologation, je fais un petit détour là, l'homologation est très importante pour les AEF puisque elle nous permet quand même de valoriser notre travail auprès des clients. Et aussi, elle nous permet de mieux communiquer autour de ça. Voilà. On a la possibilité aussi d'éditer un livret qui correspond à la fabrication du meuble, parce que l'on est tenu à faire un petit dossier de fabrication pour pouvoir homologuer notre meuble. Et donc, il y a un petit suivi des étapes de fabrication qui sont photographiées. Et donc, ça nous permet de faire ce petit livret que l'on remet aussi, que l'on peut remettre aux clients ou qui peuvent nous servir aussi pour communiquer. Et donc, ça, c'est vraiment très, très intéressant tout ça, à ce niveau-là. Voilà, donc ça, c'est ce que, voilà. Et en termes d'évolution, puisque vous y êtes depuis 10 ans. En termes d'évolution, c'est vrai que là, on a pu voir précédemment que c'est vrai que les goûts, les couleurs changent assez rapidement. Et au niveau de... J'ai pas compris la deuxième question, c'est l'évolution de... En fait, qu'est-ce que vous avez constaté en termes d'évolution au niveau du métier, en fait, au niveau des clients également? Oui, c'est vrai que les gens sont il faut maintenant, disons qu'aujourd'hui, il faut beaucoup plus communiquer qu'auparavant. Donc, c'est pour ça que les artisans ébénistes de France sont très importants à ce niveau-là, parce qu'ils font beaucoup d'efforts à ce niveau-là aussi. D'ailleurs, j'encourage tous les artisans ébénistes de nous rejoindre auprès de cette démarche de qualité, parce qu'elle vous fera automatiquement évoluer dans votre façon de faire, dans votre production. Et voilà. Ensuite, j'encourage aussi, bien sûr, les artisans ébénistes, mais aussi dans l'ébénisterie, il y a plusieurs spécialités. Vous avez aussi les agenceurs et les cuisinistes, ceux qui fabriquent des cuisines aussi. Donc, toutes ces entreprises-là aussi, je les encourage à venir chez les artisans ébénistes de France, parce que c'est vraiment là, il y a beaucoup d'intérêt à être dans cette association-là. Voilà. Et donc, pour en revenir à
Donc, je ne me souviens plus ce que c'était la question. C'était L'évolution. au niveau au niveau professionnel, hein, c'était ça. Hein. Oui, donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on a besoin encore de beaucoup plus, surtout par les temps qui courent, beaucoup plus communiquer. Parce qu'en fait, on s'aperçoit que les gens ont de moins en moins de temps pour venir nous voir à l'atelier. Et donc, si l'on n'est pas référencé, si l'on n'a pas un site, si l'on n'a pas, par exemple, comme aujourd'hui, une page Facebook, c'est très difficile. Après, vous avez aussi les salons qui sont aussi d'une importance, qui ont aussi une bonne importance aussi dans la communication d'entreprise. Mais bon, voilà, on a besoin de beaucoup plus de choses qu'avant pour pouvoir communiquer et évoluer. Voilà. Ce qui est un peu regrettable parce que on n'a pas forcément appris tout ça et ça nous prend énormément de temps au niveau de notre travail. Tout à fait. Vous nous avez indiqué également tout à l'heure que vous étiez investi à l'UNAMA depuis très longtemps. Est-ce que, pour vous, pourquoi cette présence est importante? Qu'est-ce que ça vous apporte également? Eh bien, l'UNAMA aussi, donc l'UNAMA, c'est vraiment aussi, c'est vraiment le syndicat des métiers de l'ameublement. C'est-à-dire que vous avez 7 ou 8 métiers qui sont répertoriés dans les métiers de l'ameublement. Et donc, c'est beaucoup plus qu'une association par exemple, de métiers d'art. Hein, elle n'a vraiment pas la même fonction qu'une association lambda, où il y a vraiment aussi beaucoup d'artisans qui sont aussi dedans. Et l'UNAMA a quand même pour fonction de défendre et de promouvoir les intérêts des entreprises de l'ameublement. Et c'est quand même quelque chose que l'on ne voit pas dans tous les corps de métier. Et donc, c'est vrai aussi, là aussi, j'encourage vraiment toutes les entreprises de l'ameublement, c'est-à-dire, il n'y a pas que les ébénistes, hein, il y a les tapissiers, il y a les doreurs, les sculpteurs, les marketeurs, les selliers, j'espère que je ne vais pas en oublier trop. Enfin bref, oui, j'en ai oublié, mais excusez-moi pour les autres. Mais j'encourage tous ces artisans à rejoindre l'UNAMA parce que c'est vraiment là où ils vont mieux se reconnaître. Hein. Et aussi, c'est là aussi où ils peuvent aussi, en participant, parce que c'est en participant que vous allez pouvoir... c'est en participant, oui, que vous allez pouvoir faire plein de choses, que vous allez pouvoir vous affirmer et apprendre énormément de choses. Hein. C'est pas du tout cuit. Lorsque l'on adhère à l'UNAMA, c'est pas du tout cuit. On se doit de participer aussi. Le message est passé, il faut rejoindre l'UNAMA. Il faut rejoindre absolument l'UNAMA. Alors, il y avait une dernière question que l'on souhaitait vous poser, c'est la suivante, c'est comment est-ce que vous voyez l'avenir en fait de votre métier? Bah, écoutez, j'allais dire, tant qu'il y aura des arbres, il y aura de l'avenir hein, pour notre métier. Hein. Et puis des arbres, j'ai entendu dire qu'il y en avait encore pas mal, puisqu'il y en a combien? Il y en a plus de 4 milliards d'arbres dans le monde. Et je crois qu'ils vont ils projettent aussi en replanter plus d'1 milliard. Enfin, bon, c'est une petite anecdote. Mais oui, donc pour le métier que l'on fait, il y a de l'avenir parce que de plus en plus, les gens vont vouloir personnaliser leur intérieur, surtout par les temps qui courent. C'est vrai que c'était un peu le leitmotiv de Christophe Gazelle, hein, qui était très objectif là-dessus. Et vraiment, on le remercie pour ce qu'il a dit. Voilà. Donc, il y a beaucoup de...
il y a quand même il y a beaucoup d'avenir, parce qu'aujourd'hui, il faut pas avoir peur non seulement de communiquer, mais aussi d'aller aussi chercher d'autres personnes pour aider l'entreprise, quoi. Et les autres personnes, ce sont vraiment dans notre entourage direct, ce sont les architectes, décorateurs aussi, qui aussi ont beaucoup d'influence sur le métier et qui peuvent vraiment nous aider à concrétiser concrétiser tout ce que l'on fait, quoi, en fait. Voilà. Et donc là, je remercie aussi Marc Feugier aussi, qui a vraiment ce bon esprit là de vouloir aussi recruter pour l'INAMA. Et je pense que j'appellerai bientôt pour qu'on puisse faire un petit bout de chemin ensemble. Très bien. Alors, je regarde juste si nous avons des questions. N'hésitez pas. Profitez de ces dernières minutes. Bien, écoutez, on va clore voilà, une interview très riche. Merci. J'ai déjà pas mal parlé, oui, parce que c'est pas courant. C'est un peu inédit, mais bon, c'est comme ça. Il faut faire avec. Voilà. Allez, bonne journée. Merci. Alors, vous pouvez retrouver les réalisations de Jean-Pascal sur son site internet, ébénice-bautiero.com. Vous pourrez retrouver différents exemples parmi tous ceux qui nous a montrés aujourd'hui. Vendredi prochain, à 14h30, nous aurons le plaisir de rencontrer Claire Pagès, qui est tapissier décorateur installée à Carcassonne. Elle va nous parler de son parcours, mais également de ses nombreux partenariats en local, ainsi que du label ATF, Artisan Tapissier de France, et de plus du titre de maître artisan. Donc, c'est une nouvelle interview à découvrir vendredi prochain. Merci beaucoup à toutes et à tous. Portez-vous bien et à très vite.